technique, là, faites-moi juste signe, avec le petit défi de ne pas être physiquement en présentiel avec vous. Donc, bonjour à tous, je suis vraiment heureux de passer cette heure avec vous, ce matin, de m'inscrire dans votre journée, puis de pouvoir, vous partager, moi, ma passion qui est la gestion du temps, l'organisation, personnelle. Je remercie, l'équipe d'organisation de m'avoir fait confiance puis de me laisser la parole aujourd'hui et même si je ne suis pas physiquement avec vous, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus dynamique et pertinent possible pour chacun d'entre vous, puis que vous puissiez ressortir ce matin avec des petits trucs, des principes qui vont vous aider à mieux gérer votre temps et vos priorités. Puis, avant d'entrer dans le vif de la formation, si vous me permettez, là, j'aimerais juste commencer par me présenter plus officiellement, même si ça a déjà été relativement bien dit. Donc, je suis Mathieu Desroches, formateur en organisation et productivité. J'ai commencé à faire de la formation en 2015. Ça va bientôt faire 10 ans que je fais cette profession-là. Mais à la base, moi, je suis comptable de formation, donc ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout un chemin de carrière là, vers lequel je m'enlignais. Mais bon, j'ai découvert une passion pour l'organisation, puis j'ai décidé d'en faire une profession. Aujourd'hui, je suis accrédité par un ordre professionnel américain, puis je suis aussi formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. Pour avoir ces attestations-là, j'ai dû évidemment cumuler plusieurs années d'expérience dans le domaine. Pour ceux qui sont curieux, et que, si le sujet vous intéresse, j'anime aussi un podcast chaque semaine qui s'appelle Productif au quotidien. C'est tout à fait gratuit. Chaque semaine, je donne des trucs pour aider les professionnels en tout genre dans leur gestion de temps et leur productivité. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ça. Puis, comme il a été dit, effectivement, j'ai créé plusieurs formations en ligne sur différents sujets, gestion de courriel, gestion de temps, organisation. Et à ce jour, il y a plus de 11 400 personnes qui ont suivi mes formations. Donc, c'était vraiment juste pour vous en dire un petit peu plus sur moi, puis pourquoi ben, je suis qualifié pour pouvoir vous parler aujourd'hui de gestion du temps et des priorités. Puis aussi, sur une note plus personnelle, ben, j'ai eu l'occasion, peut-être dans ces 2, 3 dernières années, là, de former beaucoup de personnes dans le secteur de la santé au Québec, des CIUS et tout ça. Donc, c'est un secteur que je connais relativement bien, assez particulier. Et aujourd'hui, je vais essayer le plus possible de vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer. Le thème de la formation aujourd'hui, c'est mieux gérer son temps pour être moins débordé et moins stressé. Est-ce que parfois ça vous arrive dans la salle en levant la main, je vous vois sur la caméra, de vous sentir débordé au travail? Est-ce que ça arrive à certains d'entre vous là, d'avoir tellement de choses à gérer? Oui, je vois que la majorité, là, vous levez la main. Ben, c'est normal, notre environnement de travail moderne aujourd'hui, la façon qu'on fonctionne avec l'omniprésence des technologies, tout ce qu'on a à gérer, c'est un défi. Et souvent, cette charge de travail-là occasionne du stress, qui est une conséquence indirecte de ça. Bien sûr, la gestion du temps ne règle pas tout. Hein? Ce n'est pas comme une formule magique que tu appliques 2, 3 trucs, puis ton quotidien va être sous contrôle. Mais je crois pertinemment, après mon expérience de presque 10 ans, que lorsqu'on apprend à s'organiser de la bonne façon, c'est-à-dire à bien démarrer nos journées, les aborder de manière proactive, je crois qu'il y a vraiment moyen d'être moins débordé, de se sentir plus en contrôle et par conséquence indirecte d'être moins stressé dans notre quotidien. Puis, je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques petits trucs. Je vous avoue en toute honnêteté que le défi d'une formation pour aujourd'hui, c'est déjà, bon, la durée est courte, donc on s'entend que ça va être un survol et une petite introduction aujourd'hui. Mais aussi, autre défi, c'est que dans une salle comme aujourd'hui, vous êtes nombreux, chacun d'entre vous est dans une profession qui est différente, spécifique. On m'a dit qu'il y en a, vous travaillez dans les hôpitaux, CLSC, certains, c'est des centres jeunesse, je crois, d'autres en radiologie. Donc, vous avez quand même tous un contexte qui est différent les uns des autres. Puis aussi, c'est que la gestion du temps, quand on pense à ça, c'est vraiment une science qui est propre à chacun, dans le sens que là, vous êtes des travailleurs de la santé, mais quelqu'un, disons, un vendeur ou un chef d'entreprise, un gestionnaire n'a pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes besoins en termes de gestion du temps. Donc, c'est un bon défi d'essayer aujourd'hui d'être pertinent le plus possible pour tout le monde. Puis ce que je vous propose là, pour rester en terrain stable puis être sûr que tout le monde puisse apprécier la formation, là, c'est de nous concentrer sur des principes universels. C'est-à-dire des choses que, gars, c'est des bonnes pratiques d'excellence, puis tout le monde peut, à sa façon, l'adapter à son contexte de travail pour que ça puisse vous apporter des résultats positifs. Puis, on va voir comme 2 gros points dans notre présentation. Premièrement, je vais commencer par 5 erreurs fréquentes de gestion du temps qui sabotent ta productivité. Moi, j'aime beaucoup apprendre des erreurs des autres ou encore, j'aime qu'on me dise ça, Mathieu, ça ne marche pas. Fais pas ça.
Si tu fais ça, oublie ça, ça va être compliqué, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans une première partie, j'aimerais vous exposer 5 des erreurs les plus communes que j'ai pu voir chez la majorité des professionnels, des choses que, évidemment, vous voulez éviter de faire le plus possible pour ne pas gâcher votre productivité. Puis la deuxième partie sera vraiment plus technique. On va rentrer dans du pratique. Comment organiser ses journées de façon optimale pour générer un maximum de productivité et de résultats. Donc, je vais simplement vous montrer quelques petits trucs pour que vous puissiez structurer vos journées de la bonne façon. Alors, on y va sans plus tarder avec les 5 erreurs fréquentes de gestion du temps. La première, c'est, je remarque que beaucoup de gens, trop de personnes, commencent leur journée sans avoir de véritable plan ni de priorités qui sont définies au préalable. C'est-à-dire que j'ai remarqué que beaucoup de gens commencent leur journée avec un agenda qui est soit complètement vide. Dans votre contexte, peut-être que l'agenda ne sera pas vide parce que je crois que dans le secteur de la santé, votre travail consiste beaucoup à faire des rendez-vous. Hein. Vous avez des gens, des patients à rencontrer, tout ça. Donc, dans votre contexte, votre agenda va être probablement rempli de rendez-vous. Mais dans d'autres professions, parfois, c'est qu'on commence, puis on a un agenda qui est vide, dans le sens que les gens n'utilisent pas vraiment leur agenda comme l'outil que ça peut être, chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce qui fait que quand on commence nos journées sans véritable priorité, avec un agenda vide ou simplement nos rendez-vous, c'est qu'on est en mode réactif. Dans le sens que c'est comme si tu débutes ta journée en y allant avec qu'est-ce qui est comme le plus urgent ou quelle est la personne là, qui me sollicite le plus pour que je puisse comme répondre à sa demande aujourd'hui. Et ça fait en sorte que souvent, on est ballotté de gauche à droite, on passe notre journée à courir, à répondre à tout le monde, aller d'un rendez-vous à l'autre, mais de l'autre côté, des fois, les tâches qu'on doit faire, que ce soit gérer nos courriels ou peu importe, avancer sur un dossier qu'on nous a confié, peu importe ce que c'est, on a de la difficulté à intégrer ça dans nos journées, tout simplement parce qu'on ne commence pas nos journées réellement de façon proactive, avec intentionnalité. On est plutôt dans l'improvisation. Et ça peut être extrêmement coûteux sur le plan de la productivité d'improviser et non pas de planifier. Mais soyez rassurés, je vais vous montrer des petits trucs pour arrêter d'improviser si c'est ce que vous avez tendance à faire, puis d'être plus proactif au niveau de votre planning. Deuxième erreur commune à éviter, et celle-là, ça, retenez, ça va être un des points importants aujourd'hui, faire des tâches à faible valeur ajoutée dans ces périodes de haute énergie. Je vais vous afficher une image à l'écran que je vous encourage. Mais dans tous les cas, vous allez avoir accès à la présentation PowerPoint après, mais quand même, si vous voulez prendre une photo ou autre. C'est un schéma ici qui est extrêmement parlant, qui est basé sur plusieurs études qui ont été faites au niveau des sciences comme la chronobiologie, qui étudie là, comment notre rythme circadien, notre horloge interne fonctionne. Puis, plusieurs chercheurs sont arrivés à définir ce qu'on appelle, de façon simplifiée, on s'entend, la courbe de l'énergie. Donc, la petite ligne verte là, que vous voyez dans le milieu, c'est de façon simple sur un schéma comment notre énergie personnelle fluctue dans le cadre d'une journée. Puis ça s'applique, disons, pour les gens là, qui ont un rythme de travail, un horaire de travail normal. Là. Par exemple, quelqu'un qui travaille de jour, c'est sûr que des fois, ce qu'on appelle les oiseaux de nuit, les gens qui sont plus efficaces le soir, il peut y avoir une exception. Cette courbe-là peut être inversée, mais pour la grande majorité de la population, entre 80 et 90 notre énergie fluctue en suivant un schéma qui est répétitif et prédictible le plus possible. C'est-à-dire que à notre réveil, comme vous voyez à gauche, il y a une phase de démarrage, dans le sens que quand on se lève, il y a toujours un moment que là, il faut que je passe du sommeil à l'état d'éveil. Et plus la matinée avance, plus je me sens éveillé. Et la plupart d'entre nous, on atteint notre pic d'énergie, de vigilance, de concentration en début d'avant-midi, aux alentours là, entre 9 et 10 heures pour la plupart. Et là, on atteint une phase de productivité maximale. Moi, j'ai appelé ça pour des fins pédagogiques. Là, vous pouvez le retenir, c'est très simple à retenir. Moi, j'appelle ça ma green zone, ma zone verte. Et selon les études en chronobiologie qui ont été faites, il a été démontré que chaque personne a en moyenne 3 à 5 heures, puis 5 heures, c'est des cas d'exception, entre 3 à 5 heures d'heures extrêmement productives. Moi, je les appelle les heures de productivité maximale. Donc, la green zone, c'est heures de productivité maximale. Donc, c'est pourquoi souvent, à l'avant-midi, vous vous sentez plus alerte, plus motivé, plus apte à faire face à des situations complexes. Si vous avez des décisions importantes à prendre,
ou n'importe quel travail qui exige vraiment une forte concentration, bien, ça va être mieux fait dans ce moment-là de green zone. Par contre, après ça, bien, l'énergie suit un autre schéma qui est bien souvent en début d'après-midi, après le repas du midi. On arrive dans notre red zone, qui est en fait, red zone, et après ça, on a un léger regain que moi j'ai appelé la yellow zone. Euh, et puis ça, c'est que dans le fond, en début d'après-midi, tu as une énergie qui est à son pire. Tu sais, souvent, vous le savez, là, c'est là qu'on se sent somnolent après avoir mangé, tout ça. Donc, dans ces heures-là, c'est extrêmement compliqué de faire des tâches, tu sais, qui sont plus exigeantes là, sur le plan intellectuel et tout ça. Mais vous remarquerez que pour la plupart d'entre nous, des fois, en fin de journée, aux alentours de 15h30, là, on a un petit regain, on a un petit boost. Puis là, c'est comme s'il y a un dernier souffle qu'on est capable de donner à notre journée avant de finalement terminer notre journée. Puis à droite, ben, il y a la phase qu'on appelle la récupération. Ça, c'est normalement votre temps après le travail. De l'importance de décrocher aussi, parce que souvent, on fait l'erreur de ramener du travail au-delà des heures de bureau. On consulte nos courriels, tout ça. Puis fait que finalement, on n'a pas vraiment cette récupération-là qui est nécessaire. Mais tout ça pour vous dire, ce schéma-là est extrêmement important à comprendre quand il est question de gestion du temps. Pourquoi? Parce que l'erreur commune que beaucoup de gens font, c'est qu'ils planifient leurs tâches au mauvais moment. Donc, tu sais, je sais que quand on pense aux gestions de temps, des fois, les premiers trucs qui nous viennent à l'esprit, peut-être que vous auriez pensé que je vous aurais parlé tout de suite là, de comment gérer ses courriels, organiser son agenda, parce que souvent, on associe gestion de temps à ces sujets-là. Mais en réalité, un sujet qui est encore plus important, c'est d'apprendre à faire les bonnes tâches au bon moment en fonction des fluctuations naturelles de ton énergie. Si tu veux être le plus productif possible, ben, apprends à faire tes tâches dans le moment où tu as le plus d'énergie, puis à faire tes tâches peut-être moins importantes ou moins exigeantes sur le plan de la concentration, tout ça, dans tes phases de creux et regain, donc red zone et yellow zone. Puis, tu sais, vous l'avez peut-être déjà vécu, faire ces tâches au mauvais moment, ça serait la situation où est-ce que, disons, je ne sais pas si ça s'applique dans votre profession, mais admettons que vous avez un rapport important que vous devez rédiger. On parle d'un travail de rédaction, tu sais. Donc, il faut que vous soyez concentré, il faut que vous soyez devant l'ordinateur, tout ça. Essayez, disons, de te lancer dans ce rapport-là qui exige vraiment beaucoup de concentration, disons, peu de temps après ton repas du midi, alors que tu es dans ta red zone, ça risque d'être extrêmement compliqué. C'est là, des fois, qu'on peut expérimenter des frustrations du genre, coudonc, je ne suis pas productif, j'ai tendance à procrastiner, je n'arrive pas à me concentrer. Bien, tout ça, c'est simplement des symptômes de quand ton corps est en train de te dire, je suis fatigué en ce moment, puis je ne suis pas prête à faire la tâche que tu me demandes. Alors que l'inverse, le même rapport, tu le fais, disons, dans ton moment de productivité maximale, la green zone, bien là, des fois, ça coule comme dans du beurre, comme on dit, la bonne expression. J'ai les pensées claires, ça va bien, et paf, en 45 minutes, 1 heure, c'est réglé. Alors que la même tâche faite dans le mauvais moment, ça peut m'en prendre 2 des fois. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est une erreur qui est commune en fait, de faire des tâches à faible valeur ajoutée dans ces périodes de haute énergie, appliquées de façon concrète. On va en reparler tout à l'heure, là, mais dans le sens que qu'est-ce qui serait, selon vous, dans votre contexte, des tâches de faible valeur ajoutée? Je peux penser à le classique, tu sais, c'est la gestion de courriel. Les courriels, on s'entend, je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucune importance, pas du tout. On a besoin de ça pour communiquer entre nous. Mais il n'y a pas personne parmi vous ce matin que c'est vraiment votre passion dans la vie, votre cœur de métier. Tu sais, vous n'avez pas fait des études pendant des années pour être un professionnel à gérer des courriels. Donc, les courriels, c'est un mal nécessaire, tu sais, qui découle de notre façon de fonctionner, de travailler aujourd'hui. Mais tu sais, souvent, des fois, on se rend compte que ben, je passe, disons, mon avant-midi à gérer mes courriels, à faire des tâches, disons, de plus faible importance dans ma période où j'ai le plus d'énergie. Puis après ça, ben, l'après-midi, j'essaie de me lancer, disons, dans des tâches plus complexes là, qui demandent que je réfléchisse, que je me concentre. Et donc là, ça crée une certaine friction à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à identifier quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, quand est-ce que je me sens le plus fatigué, puis de gérer son temps en conséquence. Fait que ça, c'était juste c'était l'erreur que je voulais mentionner, puis on va revenir là-dessus dans la deuxième partie quand on va être plus dans le pratico-pratique. Troisième erreur, et là, celle-là, je suis sûr que 100% de la salle peut aussi lever la main là-dessus, ne jamais avoir de temps de travail ininterrompu. C'est-à-dire que à notre époque moderne, avec l'omniprésence des technologies, les messages Teams, les courriels, le fait que ça bouge déjà juste sur le plancher, les interactions qu'on a les uns envers les autres,
Ça fait que c'est extrêmement difficile d'avoir ne serait-ce qu'un 30-60 minutes dans sa journée sans interruption quelconque. Et les interruptions, comme je dis, ça peut être les courriels, le téléphone, quelqu'un qui débarque à ton bureau, ainsi de suite. Et j'étais tombé sur une étude récemment d'une auteure, un excellent livre d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, le livre Attention Span, c'est en anglais, de l'auteur Gloria Mark. Un livre là, en fait, qui présente des études récentes là, sur le fonctionnement de l'attention, à quel point dans notre environnement de travail aujourd'hui, c'est difficile de se concentrer. Elle, il y a une étude récente qui dit qu'on est distrait toutes les 3 minutes à notre époque moderne. Et les distractions sont accentuées en plus quand on fait du travail de bureau, donc si on est devant l'ordinateur, parce que ben, avec les notifications, les onglets sur notre site Internet, les multiples logiciels qui sont ouverts, on est tout le temps dérangé. Ce n'est pas compliqué. Et peut-être que tu as l'impression, justement, toi qui es là ce matin, que ta journée se résume à réagir constamment à des stimuli extérieurs. Tu sais, un bruit, quelqu'un qui parle, un message, une notification, le téléphone qui sonne, le rendez-vous avec un patient, un autre rendez-vous. Puis là, finalement, tu arrives à la fin de la journée, ça a vraiment été très mouvementé, mais tu n'as même pas eu ne serait-ce que 30, 60 minutes pour te concentrer peut-être sur une tâche quelconque que tu avais à faire. Et là aussi, ça crée souvent des frustrations. Je sais que dans les autres formations que j'ai faites auprès des professionnels de la santé, une des problématiques communes qui m'ont été exprimées, c'est que, et surtout pour les cadres dans le secteur de la santé, beaucoup de personnes devant cette problématique-là étaient forcées de ramener du travail chez eux le soir. T'sais. Beaucoup de gens, des gestionnaires dans le secteur de la santé, exprimaient dire, bien, étant donné que le jour, c'est tellement sans arrêt dans mes journées, je n'arrive pas à faire toutes les tâches que je dois faire. Ma seule solution, c'est soit de rentrer très tôt le matin avant tout le monde au bureau, ou de ramener du travail chez moi le soir. Comme ça, je suis capable d'avoir 1 heure ou 2 de calme où est-ce que je peux faire mes tâches. Mais vous comprenez qu'à moyen terme, ce n'est pas un schéma idéal, ce n'est pas gagnant de faire en sorte que le travail empiète sur notre vie personnelle. Donc, c'est une problématique qu'il faut adresser. Puis pourquoi aussi c'est important d'être capable d'avoir des moments de travail ininterrompus? Parce qu'il y a un principe de gestion du temps, je vous le mets ici à l'écran. Ça s'appelle la loi de Carlson. Et ce principe-là dit qu'il a été démontré par des études qu'une tâche qui est faite en continu, sans être constamment entrecoupée, va être faite de façon beaucoup plus efficiente et de meilleure qualité en moins de temps que la même tâche qui serait faite en étant toujours entrecoupée par des interruptions en tout genre. Alors, c'est pour ça que mon exemple, il faut que j'écrive un rapport qui est important. Si je me bloque, disons, 1 heure pour me concentrer sur mon rapport, bien, selon la loi de Carlson, je vais aller beaucoup plus droit au but. Disons, en 1 heure, je termine mon rapport, c'est fait, c'est réglé. Surtout si en plus je suis dans ma green zone, ma période de la journée où j'ai le plus d'énergie, ça va bien aller. Mais de l'autre côté, si je fais la même tâche, puis que là, je réponds au courriel, on vient me voir à mon bureau, il y a des messages sur Teams, je suis toujours interrompu, bien, la même tâche, des fois, peut prendre le double du temps. Ce qui fait qu'en termes de productivité, tu arrives à la fin de la journée, bien, la même tâche m'a pris 2 heures, alors que si j'avais été organisé autrement, j'aurais peut-être pu la faire en 1 heure. C'est là que vous comprenez que quand je dis que la gestion de temps ne règle pas tout, mais que ça peut nous permettre d'être plus en contrôle de notre quotidien, moins débordé, moins stressé, commencer peut-être à voir un petit peu comment des petits ajustements peuvent faire des changements positifs dans nos journées. Puis l'autre grosse conséquence aussi du fait de tout le temps être interrompu, c'est parce qu'il a été démontré encore une fois par différentes études scientifiques que ça contribue à notre épuisement cognitif. Donc, vous savez, un travailleur de bureau, un travailleur physique, pardon, quelqu'un, disons, qui travaille sur la construction, bien, ce genre de personne-là peut arriver à la fin de la journée puis se sentir fatigué physiquement. Tu sais, c'est normal, il a travaillé dur, tout ça, il y a une fatigue physique. Mais nous, les travailleurs, disons, appelons ça les travailleurs de bureau, souvent, ce n'est pas une fatigue physique forcément qu'on va ressentir, c'est une fatigue mentale, intellectuelle, cognitive. La fatigue du cerveau. C'est-à-dire qu'à force de prendre des décisions, réfléchir, se concentrer, on arrive à la fin de la journée, puis notre cerveau, nos ressources cognitives sont vidées. Et donc, c'est pourquoi le soir, des fois, tu arrives à la maison, tu es lessivé complètement mentalement, tu n'as plus vraiment d'énergie, de motivation pour faire du sport, t'adonner à des passions. La seule énergie qui te reste à la fin de la journée, des fois, tu es tellement vide mentalement que c'est de t'écraser sur ton canapé à écouter la télévision. Ça, c'est la fatigue cognitive qui peut provenir des travails de bureau. Puis,
là où je fais le lien avec mon point sur les interruptions, c'est qu'il a été démontré par la science que les multiples interruptions dans nos journées contribuent à vider nos ressources cognitives plus rapidement. Pourquoi? Parce que en fait, on parle en anglais, j'ai pas réussi à le traduire en français, là, j'ai comme pas de meilleure expression, mais l'expression anglophone qu'on désigne pour ça, c'est le switching. On switch d'activité, on change d'activité. C'est-à-dire que tu es en train d'être concentré sur ton rapport en ce moment, donc tu as des ressources cognitives qui sont concentrées sur ça, tu es concentré. Mais là, si tu te fais interrompre par un message Teams, ton cerveau doit switcher de ton rapport vers le message Teams et il doit aussi là, tomber dans un travail d'analyse, à savoir, ben, c'est quoi le message que j'ai reçu? Quelle est la réponse que je dois formuler? Alors là, tu écris ton message Teams et ensuite, tu retournes, disons, à ta tâche initiale. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que bien souvent, tu vas peut-être avoir perdu le fil de ta pensée à cause que tu as été coupé. Donc là, ton cerveau doit comme redémarrer la tâche, utiliser à nouveau des ressources cognitives pour se souvenir de où est-ce que je t'ai rendu dans le processus. Et fais ça toute la journée et c'est une catastrophe sur le plan de l'énergie. Et surtout, bon, l'étude que je vous ai dit, Gloria Mark, qui dit qu'on est interrompu toutes les 3 minutes à notre époque moderne. Donc, imaginez le switching que notre cerveau doit faire constamment toute la journée, à quel point ça nous draine mentalement à ce niveau-là. Puis, un exemple chiffré, disons que tu reçois un message Teams toutes les 10 minutes, puis que, admettons que tu as encore le mauvais réflexe d'avoir ton Teams ouvert toute la journée ou tes courriels, puis que là, tu as tendance à répondre à tes messages au fur et à mesure. Je sais que vous ne faites pas ça chez vous, je suis certain, c'est dans d'autres entreprises qui font ça, de répondre à leurs messages au fur et à mesure, mais admettons que tu répondrais à tes messages toutes les 10 minutes, ça te fait à peu près 42 interruptions dans ta journée qui proviennent des messages instantanés. Fait que, tu sais, imaginez, autrefois, tu sais, si on avait travaillé dans une époque, 50 ans en arrière, une époque avant toutes les technologies qu'on a comme aujourd'hui, les seules interruptions que tu avais dans ta journée, c'était quelqu'un qui venait frapper à la porte de ton bureau. Tu sais, ça devait bien se gérer à l'époque. Mais aujourd'hui, tu as non seulement les gens qui viennent te voir en personne pour te déranger, plus les messages Teams, plus les courriels, plus tes propres pensées, des fois, ton cerveau qui t'amène à penser, hey, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer le document, il ne faut pas que j'oublie d'appeler telle personne pour faire un suivi. Donc, la quantité d'interruptions, elle est tout simplement multipliée aujourd'hui. Puis ça contribue à notre fatigue cognitive. Alors, ça, c'était une erreur qui est commune, c'est de ne jamais avoir de temps de travail ininterrompu. La quatrième erreur commune, c'est de remplir sa journée de réunions back-to-back, une expression anglophone, mais qui veut dire des réunions une après l'autre, des réunions successives qui s'enchaînent. Et bon, une journée avec des réunions back-to-back, ça ressemble à ça. Si je peux le mettre là, sur un petit schéma dans un agenda, c'est j'ai une réunion d'équipe le matin de 9 à 10, un rendez-vous téléphonique avec telle personne jusqu'à 10h30, rendez-vous avec Simon. J'ai un repas le midi, je rencontre mon collègue, disons, telle personne. Après ça, on a une rencontre de comité cet après-midi et j'ai un rendez-vous avec telle autre personne à telle heure, puis un dernier appel téléphonique avant de quitter le bureau. Bien sûr, je sais que vous travaillez dans le secteur de la santé, donc c'est tout à fait normal que les rendez-vous occupent une grande part de vos journées. C'est votre cœur de métier, de traiter des gens, de les rencontrer, tout ça. Alors, on s'entend qu'il y a une exception qui est amenée dans le cadre de votre profession à vous. Mais là où il faut trouver quand même une juste mesure puis un certain équilibre, c'est que oui, il y a des rendez-vous à faire, mais de l'autre côté, vous avez certainement certaines tâches que vous devez faire qui ne sont pas des rendez-vous. Et là, je ne suis pas dans vos souliers pour connaître exactement la nature des tâches que vous avez à faire, mais on peut penser à, si vous avez de la recherche à faire, de la documentation à lire, des tâches qui vous ont été confiées spécifiques. Mais le problème, quand ta journée est remplie de rendez-vous puis que tu n'as jamais vraiment de temps de bureau pour te concentrer sur une tâche, ben, comment tu fais finalement pour réussir à faire tes tâches, comme j'ai écrit ici sur l'image? Comment réussir à faire tes tâches avec un horaire comme celui-ci? Donc, encore une fois, il y a une notion de gestion de temps en termes de, oui, c'est vrai que mon cœur de métier, c'est des rendez-vous majoritairement. Donc, c'est tout à fait normal que ça va occuper une grande part de mes journées. Mais est-ce que je suis capable d'avoir, ne serait-ce qu'encore une fois, je reviens sur mon 1 heure que je peux prendre pour moi pour avancer sur mes tâches, mes dossiers, mes priorités? Et ça, on va en reparler encore. Et finalement, la cinquième et dernière erreur commune à éviter, c'est de se laisser aucune marge pour les imprévus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de frustration?
C'est-à-dire que disons que tu as pris des bonnes intentions ce matin, tu as planifié toute ta journée en détail. Tu avais tes rendez-vous, tu savais là, plus ou moins comment tu voulais que ta journée se passe. Mais là arrive une situation imprévue, hors de ton contrôle, qui fait en sorte que ben, ça empiète finalement sur ta journée. Et à cause de ça, ben, tout le reste de ton emploi du temps là, déboule dans le sens que tu es obligé de tout ajuster, annuler plein d'autres trucs parce qu'il y a eu un imprévu. Ça vous est certainement déjà arrivé. C'est normal, les imprévus font partie de notre quotidien. Le problème, c'est que trop souvent, on fait l'erreur d'aborder nos journées comme si on avait à 100% le contrôle et comme s'il n'y aurait pas d'imprévu. Alors qu'en réalité, on utilise le mot imprévu, mais le mot imprévu ne devrait même pas être utilisé. Pourquoi? Parce que on le sait qu'il va y avoir des imprévus, c'est presque sûr. Donc, si quelque chose est prévisible, on ne peut pas appeler ça un imprévu. L'imprévu, je peux l'anticiper d'une certaine façon. Donc, on devrait être plutôt dans une optique de, écoute, je le sais dans tous les cas que même si je planifie ma journée à la minute, il risque d'avoir du dérangement, des choses que je n'avais pas anticipées. Donc, dans cette optique-là, ça va nous apprendre une leçon de tenir compte de ces dérangements-là potentiels dans notre horaire pour faire en sorte que ça ne vienne pas nous affecter, puis finalement faire bousculer tout le reste de notre journée. Donc, autrement dit, on va pouvoir se planifier des périodes pour faire face aux imprévus potentiels. Ça aussi, je vais vous le montrer dans la partie un petit peu plus pratique. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Levez-moi la main si tout est beau. Je vous vois avec la caméra, ouais. C'est bon? OK. Donc, je voulais juste vous mentionner 5 erreurs communes. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous vous identifiez à ça, mais bon, j'ai essayé de vous faire quelque chose de le plus universel possible, basé sur mes près de 10 ans d'expérience que j'ai pu voir même auprès de plusieurs travailleurs de la santé, des erreurs communes. Maintenant, je vais aller dans la deuxième partie un petit peu plus pratique. Donc, maintenant qu'on sait les erreurs qu'il faut éviter, comment est-ce que je peux organiser mes journées de façon optimale pour être le plus productif possible finalement, puis éviter de commettre ces erreurs-là? Alors, j'y vais sans plus tarder. Le premier principe universel, et comme je vous ai dit, je vais aller sur le plus large possible, quelque chose que tout le monde va pouvoir appliquer, peu importe où est-ce que vous travaillez, tout ça. Toujours planifier sa journée d'avance. Okay? L'idée, c'est de ne jamais commencer sa journée avec un agenda vide ou encore de juste commencer sa journée avec vos rendez-vous avec vos patients. Ça, pour moi, c'est un point de départ. Tu sais, si vous avez vos rendez-vous avec vos patients, c'est bien, dans le sens que votre journée va se structurer en fonction de vos rendez-vous. Mais j'aimerais vous encourager à aller plus loin, à être plus proactif dans la façon d'aborder vos journées, parce que comme vous l'avez peut-être vu, les erreurs communes qu'on a vues résultent bien souvent d'un manque de planification. Tu sais, par exemple, si je me retrouve à faire une tâche compliquée dans ma fameuse red zone, le moment où je suis fatigué, c'est certainement parce que je n'ai peut-être pas réfléchi en amont à quelle serait la meilleure façon de structurer ma journée. Ou si je me retrouve à être constamment bousculé par des imprévus puis que là, je ne les ai pas vus venir, bien, encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai négligé ma planification. J'aurais pu anticiper qu'il y aurait des imprévus. Donc, l'idée, c'est de toujours planifier sa journée d'avance. Et la meilleure technique en termes de planification, c'est d'utiliser ce qu'on appelle en anglais la technique du time blocking ou la technique des blocs de temps. J'ai trouvé une petite image sur Internet qui les résume bien. C'est que souvent sur l'image de gauche, bon, c'est écrit en anglais What most people do. Souvent, c'est que nos journées ressemblent à ça, dans le sens que nos journées sont fragmentées. On a un rendez-vous avec un patient à ce moment-là, une réunion interne d'équipe. Après ça, je traite un petit peu mes courriels, je retourne mes messages, j'ai ma pause de midi. Donc, c'est vraiment comme la journée est fragmentée, il n'y a pas vraiment de structure, alors que quand tu utilises une technique de planification comme le time blocking, bien, l'idée va être beaucoup plus de se faire des grands blocs dans notre journée. Par exemple, le classique, ça serait de se dire, au lieu de traiter mes courriels au fur et à mesure, au compte-gouttes toute la journée, est-ce que je ne peux pas me faire un ou deux blocs de traitement par jour? Dans cet exemple ici, à droite, vous voyez qu'en rouge, la personne a mis un bloc de traitement de courriel et messages de 11 heures à midi, puis elle en a mis un autre à 4h30. Donc, tu sais, ça permet de faire en sorte que ta journée est moins fragmentée, plus structurée, et tu reprends un peu plus le contrôle plutôt que d'être dans ce fameux mode réaction, improvisation quand tu ne planifies pas tes journées d'avance.
Petit conseil technique, parenthèse ici. Combien ici utilisent un agenda électronique? Je suis juste curieux en levant la main. Est-ce que vous utilisez un agenda électronique dans le cadre de votre travail? Pas tout le monde? OK, bon, ben, ceux qui n'ont pas levé la main, si vous avez ben, est-ce que c'est un agenda papier? Ma question serait plutôt combien utilisent un agenda, que ce soit papier ou électronique, en levant la main? OK, presque tout le monde. Si vous n'avez pas d'agenda, ben, un bon conseil à prendre aujourd'hui, c'est utilisez-en un à partir de maintenant, absolument, ne serait-ce que pour écrire vos rendez-vous, puis dans la suite de cette formation, les autres conseils que je vais vous dire. Et parenthèse, ce que je veux dire ici, là, si vous utilisez un agenda, que ce soit papier ou électronique, il y a 3 choses qu'on devrait mettre dans un agenda pour que cet outil-là puisse vraiment nous être utile d'un point de vue gestion de temps et priorité. Vous êtes certainement habitué avec l'élément numéro 1, qui est d'inscrire dans votre agenda vos différents rendez-vous. Donc ça va de soi, vous n'avez rien à faire. Ça peut être soit les rendez-vous avec vos patients ou encore des meetings, des rendez-vous internes d'équipe, OK, des comités, toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire que votre agenda va devenir vraiment votre meilleur allié et un outil de gestion du temps qui va vous aider énormément si vous allez plus loin en inscrivant deux autres informations. Le numéro 2 ici, c'est les mémos. Des mémos, c'est juste, si vous êtes sur un agenda électronique, des fois, là, quand vous créez un événement, il y a un petit bouton, une option, là, vous regarderez, c'est afficher l'événement comme toute la journée. Quand vous cliquez sur toute la journée, ça va faire un mémo en haut de l'agenda. Donc, ça ne va pas aller s'inscrire forcément dans la grille horaire, mais ça va aller en haut. C'est que ça, c'est très intéressant des fois, juste de vous mettre des informations quelconques. Par exemple, moi, j'aime bien utiliser la fonction mémo pour écrire mes dates d'échéance. Donc, dans votre contexte, disons que votre supérieur vous a demandé de lui envoyer un dossier, un compte-rendu ou peu importe, vos notes suite à un rendez-vous que vous avez fait, telle date. J'aime utiliser la fonction mémo pour m'écrire mes dates d'échéance. Donc, de façon visuelle, ça me permet que quand je regarde mon emploi du temps, soit avec une vue quotidienne ou une vue hebdomadaire, bien, je suis capable de voir que, ah oui, c'est vrai, j'ai une date d'échéance pour cette date-là. Et l'autre élément qui est celui sur lequel je vais mettre une emphase, le numéro 3, c'est d'inscrire des blocs de temps. Des blocs de temps, c'est quoi? C'est des rendez-vous avec vous-même pour faire une ou plusieurs tâches spécifiques. OK? Donc, de la même manière qu'on inscrit nos rendez-vous avec les autres personnes dans notre agenda, pourquoi ne pas inscrire des rendez-vous avec nos tâches dans notre même agenda? Dans le sens que s'il faut que je fasse tel dossier, telle tâche pour demain matin, ne puis-je pas prendre un petit rendez-vous avec moi-même de 1 heure aujourd'hui pour être capable de finir ça dans les délais puis être correct, pouvoir faire ça demain? Ça, c'est la fonction bloc de temps. Et quand vous mettez des blocs de temps, l'idée, c'est simplement, vous le mettez dans la grille horaire de l'agenda. Vous pouvez aussi, si vous le pouvez, vous mettre en mode occupé ou non disponible dans votre agenda électronique pour pas que vous soyez à ce moment-là convoqué à d'autres réunions ou d'autres rendez-vous. Ça vous permet des fois d'avoir un certain contrôle sur votre emploi du temps, puis de vous garder dans vos journées occupées quelques petites périodes où est-ce que vous allez pouvoir vous concentrer sur les choses que vous avez à faire. Un bon exemple de bloc de temps, on m'a dit là, avec Mme Bonneville que souvent, vous, une des tâches fréquentes que vous avez à faire, c'est d'écrire vos notes suite à vos rendez-vous. C'est bien le cas. Et il paraîtrait que des fois, ce n'est pas toujours facile d'avoir le temps d'écrire vos notes au beau milieu de vos journées chargées, tous les rendez-vous, tout ça. Donc, un des bons petits trucs serait de vous dire pourquoi est-ce que je ne me bloquerais pas 30 minutes, 1 heure par jour, un bloc que j'appellerais rédaction notes. Ça veut dire que si vous avez eu 5 rendez-vous dans la journée, pourquoi ne pas vous réserver 1 heure, disons, en fin de journée pour écrire vos notes? C'est une façon simple, proactive de pouvoir vous assurer d'avoir le temps de le faire et de ne pas être à la dernière minute tout le temps, puis de l'improviser à un moment là, entre 3 réunions, de c'est vrai, il faut que je prenne 10 minutes pour écrire mes notes. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça quand il est question de gestion de temps qu'on peut passer d'une approche où on improvise, on est moins intentionnel à je me donne des outils, je me donne des petits trucs pour que je puisse intégrer ça dans mes journées. Donc, on est toujours dans le point ici, comment on fait pour structurer notre journée de la bonne façon, là, toujours planifier sa journée d'avance. La meilleure technique de planification, c'est la technique des blocs de temps. OK, je vous resitue ici. L'idée, disons, ça, c'est un exemple d'un schéma à droite. Là. Bien évidemment, je n'ai pas refait un exemple spécifique pour le secteur de la santé, là, mais
par exemple, un gestionnaire qui travaillerait dans un hôpital, c'est un horaire qui pourrait ressembler à ça. C'est un exemple que j'ai donné d'ailleurs dans une formation que j'avais faite avec des gestionnaires dans le secteur de la santé. Pour eux, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire que le matin, il y avait un temps d'administration. Donc, ça, c'était vraiment retour d'appel, courriel. Un petit meeting de 30 minutes express avec l'équipe. Donc, le gestionnaire qui devait communiquer à son équipe, ben, OK, voici les priorités aujourd'hui, répondre aux questions. Tout le monde est sur la même page, la même longueur d'onde. Let's go, on y va. Ensuite, le gestionnaire se bloquait 1 heure et demie de temps focus. Donc, ça, c'est un temps de concentration sans distraction. On va en reparler pour avancer sur ses tâches, ses dossiers, tout ça. Suivi de des réunions en bleu, donc réunion ici, 3 réunions, puis un autre bloc de tâches administratives. Donc, ça, c'est toute autre forme de tâches qui était demandée à ce gestionnaire-là. Puis, à la toute fin, il y avait un bloc imprévu en rouge qu'on pouvait voir ici pour pouvoir se laisser de la marge en cas où, justement, il y aurait des dérangements, des choses qui n'étaient pas anticipées aujourd'hui. Donc, c'est ça un horaire planifié avec différents blocs de temps. L'autre chose, quand il est question de planifier, on est toujours dans le point de planifier ses journées d'avance. Un petit conseil, OK? C'est libre à vous. C'est une règle de pouce, OK? Ce n'est pas une règle scientifique exacte, mais il a été démontré qu'un des bons principes de gestion du temps, c'est de déterminer tes 3 priorités de la journée ou tes 3 tâches les plus importantes. Retenez l'acronyme là, pour que ça vous rentre dans la tête. Mes 3 TPI, tâches les plus importantes. Tu n'es peut-être pas en mesure de planifier toute ta journée, mais si tu es capable d'aborder ta journée en ayant identifié, disons, tes 3 TPI, 3 tâches les plus importantes, ça va déjà orienter ta journée un peu plus que si tu commences en sachant pas trop, ben, c'est quoi mes priorités. Comment on fait pour déterminer nos 3 TPI? Est-ce qu'il y a des critères pour évaluer ça? Comment je fais pour le déterminer? Vous avez fort probablement déjà vu ce genre de schéma-là ici, qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est le conseil classique de gestion du temps. C'est un outil théorique qui a simplement pour objectif de vous aider à identifier le niveau d'importance et d'urgence d'une tâche. Donc ça veut dire que dans votre journée, des fois, on a souvent l'impression que tout est comme urgent, tout est prioritaire, je voudrais tout faire en ce moment, aujourd'hui, mais quand tu prends juste un petit pas de recul puis que tu évalues vraiment la nature de la tâche, tu es capable de savoir, ben, c'est une top priorité ou finalement c'est quelque chose qui peut attendre demain ou dans 2 jours ou encore la semaine prochaine. Puis cette matrice-là, comment elle fonctionne? C'est que vous avez 4 cadrans, le cadran A, B, C, D. Le cadran A, vous comprenez que ben, c'est les choses importantes et urgentes. Donc, ça, c'est vraiment les dossiers, les tâches qu'on veut absolument intégrer dans notre journée. Donc, les tâches A, c'est le candidat numéro 1 à se retrouver sur vos 3 TPI de la journée. Ça veut dire que, je ne sais pas, votre rapport que le patron vous a demandé, il vous a dit que ça le prend pour demain matin absolument. Et là, on est la veille à 4 heures. On est d'accord que là, c'est pas mal important, urgent, parce que c'est pour demain matin, il faut le faire. Okay? Les tâches de type B, c'est important, non urgent. Donc, le non urgent nous réfère seulement à la date où la chose est exigée, la date de livrable, la date d'échéance. Ça veut dire qu'une tâche que je dois faire pour demain matin va être urgente. Une tâche que je dois faire pour dans 2 mois va être non urgente. Par contre, si j'attends une tâche qui était non urgente aujourd'hui parce que c'est dans 2 mois, si j'attends la veille, on s'entend que ça va devenir une urgence. Donc ça, c'est les tâches B. Les tâches de type B, eux autres, c'est des tâches que ça serait payant de les faire, ça serait le fun, ça nous permettrait d'améliorer des choses, de se pencher sur des dossiers là, qu'on aimerait ça avoir le temps de le faire. Mais bon, la réalité, c'est que souvent, les tâches de type B, on les reporte tout le temps parce que finalement, c'est les tâches de type A qui remplissent plus nos journées. Donc, la clé avec les tâches de type B va être, si possible, d'être capable de leur réserver du temps. Une fois de temps en temps, on est-tu capable d'avoir une petite heure pour être proactif, prendre de l'avance sur une tâche de type B qu'on voudrait faire. Tâches de type C, eux autres, vont occuper beaucoup de place dans nos journées aussi. C'est les tâches, disons, non importantes, mais urgentes. Donc ça, c'est, disons, des dossiers qui ont peut-être une moins grosse importance, mais ça reste que c'est urgent, il faut que ça soit fait aujourd'hui. Le délai, la date d'échéance est maintenant. Donc, ça aussi, les tâches de type C remplissent beaucoup nos journées. Et les tâches de type D, ça, c'est les candidats à être reportés à plus tard. Donc, non important, non urgent, ça peut attendre à plus tard, on ne le fera pas tout de suite. T'sais. Alors, sur un petit schéma, là, résumé de la matrice d'Eisenhower, la priorité va toujours aux tâches de type A, donc importante, urgente. Il faut planifier à l'agenda les tâches B pour en faire une priorité.
faut refuser, déléguer ou effectuer rapidement les tâches de type C. Et il faut faire à temps perdu les tâches de type D ou ne pas les faire du tout. Donc, c'était vraiment juste ici là, un petit conseil, un petit outil pour vous aider à déterminer vos priorités du jour. Puis, dans le concret, là, si jamais vous utilisez une liste de tâches, votre liste de tâches, là, ça peut être sur un post-it, ça peut être sur un cahier de notes, ou pour les plus avancés, ça peut être sur un outil digital, comme par exemple, si vous travaillez avec les outils de Outlook, sachez que vous avez le menu de tâches de Outlook, qui a été d'ailleurs bonifié ces dernières années, qui est un très bon outil pour gérer vos priorités. Mais admettons que vous n'êtes pas de technologie du tout, vous êtes vraiment, écoute, moi je m'organise avec un post-it chaque jour, j'écris mes tâches, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que chaque matin, vous déterminez votre liste de tâches du jour. La première section peut être vos 3 TPI. Donc ça, c'est vraiment, disons, mes 3 tâches là, les plus importantes qui risquent d'être si je reviens sur mon schéma, ça risque d'être des types A probablement ou peut-être du type C ou du B si jamais vous voulez les planifier. Et par contre, vous pouvez aussi avoir une section qui est mes tâches secondaires. Alors ça ici, c'est plutôt les autres choses que, tu sais, ça serait bien, ça serait super si je suis capable aujourd'hui de faire ces tâches-là. Mais bon, ce n'est pas au statut, tu sais, de 3 TPI, dans le sens que si je ne suis pas capable de tout faire ça aujourd'hui, ça ira demain. Mais de commencer votre journée comme ça, c'est que ça vous permet, en dehors, disons, de vos rendez-vous avec vos patients, tout ça, bon, au moins, vous savez quelles sont les tâches que vous avez à effectuer de votre côté. Exemple ici, si vous utilisez Microsoft To Do, qui je crois doit être probablement l'outil que vous avez à l'interne, si vous êtes sur Outlook, ça ressemble à ça. J'ai fait une capture d'écran avec la fonction Microsoft To Do. Vous pouvez juste vous créer des listes de tâches. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas le temps aujourd'hui de d'aller plus en profondeur sur ce conseil-là, là, mais moi, je configure mon Microsoft To Do avec la méthode suivante. C'est-à-dire que je me suis créé une liste aujourd'hui. Ça, c'est ma liste quotidienne. Une liste à faire cette semaine. Donc, ça, c'est tout ce que je veux faire dans la semaine en cours, lundi à vendredi. Puis, tout ce qui est à faire prochainement. Donc, ça, c'est les tâches planifiées dans le futur et qui n'est pas pour cette semaine. Puis, personnellement, je me suis fait une liste déléguée avec, disons, si ça s'applique pour moi, là, si j'ai un employé, tout ça, ben, j'ai une liste pour les tâches que je délègue. Donc, dans To-Do, vous pouvez vous configurer votre liste et au strict minimum, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout ce que je vous dis là, mais prenez le réflexe chaque jour de déterminer votre liste aujourd'hui. Quand vous débutez votre journée, c'est quoi vos 3 tâches que vous avez à faire? Ça va faire une grosse différence. Et puis, c'est ça. Puis donc, après ça, quand vous avez votre liste de tâches, ça vous amène, je reviens ici avec mes petits schémas. Disons que vous combinez la technique des blocs de temps que je vous ai montré tout à l'heure à la stratégie, disons, de planifier votre liste de tâches aujourd'hui. Ben, c'est que là, vous avez 2 outils qui se parlent ensemble. C'est-à-dire que vous avez peut-être toutes vos réunions. Si on prend l'exemple ici à gauche, là, en bleu, ça, c'est mes réunions, mes rendez-vous. Et disons qu'en vert, c'est une période que je me suis bloqué, un bloc de temps, comme on a vu, pour mes tâches à moi. Bien, c'est là que je peux aller puiser, donc dans ma liste de tâches à droite, pour faire ces tâches-là à l'intérieur du temps que je vais me dédier pour ça. Vous voyez des fois la différence entre les exemples que je vous ai montrés de quelqu'un qui a un horaire rempli de réunions, que tu n'as même pas 30 minutes, 1 heure pour faire tes tâches. La frustration dans ce contexte, c'est que tu arrives à la fin de la journée et tu n'as pas pu avancer trop sur les autres choses que tu avais à faire, autres que tes rendez-vous, comme écrire tes notes, tu n'as pas eu le temps de le faire, tout ça. Mais en te planifiant un bloc de temps en vert, comme ici à gauche, puis en ayant ta liste de tâches aujourd'hui, tu as vraiment un outil qui t'aide à être plus proactif par rapport à ta journée. Et comprenez-moi bien, je sais que ce n'est pas une science qui est parfaite. Je le sais que comme je dis, mais ça va vraiment vous donner plus de contrôle, puis au moins de savoir, ben OK, là, tu vois, j'ai une fenêtre de 1 heure et demie aujourd'hui. Il faut absolument que j'aille terminer mes 3 priorités de la journée. Donc, ça, c'était le premier conseil. Le deuxième gros conseil, quand il est question d'organiser sa journée pour un maximum de productivité, c'est de se bloquer au moins 1 heure de travail ininterrompu pour avancer sur ses tâches les plus importantes et les plus urgentes. Donc, comme on vient de discuter, alors avec la fameuse matrice d'Eisenhower, si vous avez identifié qu'il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, là, c'est important, c'est urgent, il faut que ce soit fait.
Ben, la clé, c'est d'être capable de vous bloquer au moins 1 heure par jour ininterrompue. Puis là, à chaque fois que j'amène ce conseil-là, quand je fais des formations dans le secteur de la santé, je sais qu'il y a tout le temps un petit peu de réticence dans la salle. Les gens me disent: «Ben, comment tu veux que je prenne 1 heure sans distraction? J'ai tout le temps des rendez-vous, il faut que je réponde au téléphone, les messages Teams, les courriels». Donc, beaucoup de réticence à ce niveau-là. Mais j'ai fait un beau travail d'accompagner quand même beaucoup de professionnels dans le secteur de la santé et dont des médecins, entre autres. Une de mes clientes, avec son autorisation qui me permet de partager son témoignage, elle était médecin urgentiste, Marie-Michel Bellon. Son principal problème, c'était que justement, elle était médecin dans les urgences, donc tu ne peux pas avoir un emploi qui est plus demandant qu'être dans les urgences. Mais dans son travail médical, elle avait aussi une partie de recherche. Il fallait qu'elle lise des rapports de d'autres médecins. Elle avait quand même besoin de temps de bureau un petit peu là, autre que le travail qu'elle faisait dans les urgences. Puis, une des choses qu'on a mis en place, c'est de pouvoir justement se réserver 1 heure de travail ininterrompu par jour. Je l'ai mis au défi d'organiser son temps dans un moment où elle peut se le permettre, d'avoir 1 heure par jour pour faire ses autres tâches. Elle l'a fait, puis elle affirme vraiment que ça l'a changé sa vie. Fait que moi, je vous mets au défi, à vous de voir, de vous creuser un petit peu la tête, OK, comment est-ce que ça peut s'appliquer à mon contexte, à quelle heure je peux faire ça, mais est-ce que tu es capable de te bloquer 1 heure par jour, que ça va être ton heure à toi, là. On appelle ça mon me time en anglais. C'est oui, le reste de la journée, on répond aux autres, on répond aux messages, on est sur le terrain, on rencontre des gens, mais est-ce qu'il n'y a pas 1 heure que je peux prendre pour moi, pour faire les tâches que je dois faire? Et si vous êtes motivé de mettre de l'avant cette stratégie-là, je vous recommande à ce moment-là d'appliquer ce qu'on appelle le mode sans distraction. OK? Le mode sans distraction, c'est une façon de travailler qui consiste à faire une séance de travail durant laquelle on veut concentrer toute notre attention sur une ou plusieurs tâches particulières sans permettre aucune distraction ni interruption. Donc, ce mode de travail permet d'atteindre une concentration maximale et de générer un travail de haute qualité et de grande valeur puisque l'on peut se consacrer un maximum d'énergie cognitive à une tâche ou une problématique quelconque. Alors, en anglais, nos amis américains utilisent le terme du deep working, faire du travail de profondeur. Nous, en français, on peut dire du travail sans distraction. Comment est-ce que je fais pour réussir à avoir 1 heure sans distraction dans ma journée? C'est probablement la question que vous vous posez en ce moment. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que réussir à disparaître, disons, pendant 1 heure dans sa journée, ça se prépare. Okay? Tu ne peux pas juste forcément pour tout le monde dire je ne suis pas là pendant 1 heure, je n'existe pas. Il y a différentes étapes qu'il faut suivre, puis je vous le montre rapidement. Numéro 1, détermine l'objectif de ta séance de travail sans distraction. Donc, d'entrée de jeu, on ne fait pas une séance sans distraction si on n'a pas d'objectif spécifique. Alors, toi, avant de commencer, ben, c'est quoi ton objectif, disons, dans le prochain 60 minutes, si c'est ça ton objectif, 1 heure. Donc là, ça peut être moi, pendant la prochaine heure, je vais retourner tous mes appels téléphoniques ou dans la prochaine heure, je vais rattraper là, toutes mes notes que je n'ai pas écrites de la semaine dernière. Fait que tu commences avec un objectif précis. Deuxièmement, choisis la durée idéale de ton bloc de concentration. Bon, je vous ai dit au minimum 1 heure. Ce serait génial si vous réussissez à le faire. Mais si vous voulez vraiment maximiser votre productivité puis aller plus loin, il y a des études scientifiques basées sur, qui ont observé comment fonctionne ce qu'on appelle notre rythme ultraradien. Et pour vous faire ça très simple, là, en gros, la science a démontré que notre énergie, notre concentration fluctue aussi par cycle de 90 minutes. Il y a plusieurs psychologues qui ont développé une méthode de travail qu'on appelle la méthode 90-20. Donc, 90 minutes de concentration soutenue. Donc, ça pourrait être, mettons, 1 heure et demie que je suis pleinement concentré. Puis après ça, tu prends une pause de 20 minutes ou une pause complète là, dans votre contexte si vous devez aller sur autre chose. Puis, sur un agenda, ça pourrait ressembler à ça. Disons, dans un mode extrême, là, disons un gestionnaire ou quelqu'un qui se dit, moi, je veux bloquer mon avant-midi au complet pour un projet important. Bien, appliquer cette méthode-là, ce serait une séance de 90 minutes, 20 ou 30 minutes de pause, puis une autre séance de 90 minutes. Dans votre contexte, je ne vous conseille pas ça parce que vous ne pouvez pas, comme ça ne s'applique pas à vous, mais si vous êtes capable de prendre entre 60 à 90 minutes,
Sachez que notre rythme ultraradien fonctionne de cette manière-là. Donc, vous allez avoir déjà un petit high d'énergie de 90 minutes suivi d'une baisse. Donc, si vous essayez de vous concentrer pour cette durée-là, ça va être l'idéal. L'autre chose, c'est choisir le moment le plus propice pour la haute concentration. Donc, rappelez-vous juste cette petite notion. Si j'ai une tâche compliquée, c'est plus intelligent d'essayer de me bloquer mon mode sans distraction dans ma green zone. Je pense que c'est là que ça va être le plus bénéfique pour moi. Dans tous les cas, par contre, si ce n'est pas possible parce que vous avez des contraintes, la yellow zone peut aussi être une autre alternative. Par contre, la red zone serait à éviter parce que ben, naturellement, ton corps a de la difficulté, tu es dans un état de fatigue et tout ça, fait que ça va être difficile de te concentrer pleinement. L'autre chose, c'est de planifier, c'est ça, le moment, t'assurer que en fait, que tu as l'énergie nécessaire pour faire ta tâche, parce que souvent, le problème, c'est que si tu essaies de faire une tâche qui demande beaucoup d'énergie et que toi, tes batteries sont vides, c'est impossible. Alors, ce que tu veux faire, c'est, je veux m'assurer que j'ai l'énergie pour faire la tâche qui est demandée, comme ça va bien se passer. Et la dernière chose, quand il est question aussi de choisir le moment le plus propice, c'est, et ça, c'est très, très important d'ailleurs dans le secteur de la santé, là, c'est choisissez le moment quand vous allez être le moins sollicité ou dans le moment de la journée où vous allez être le moins enclin à être dérangé. Tu sais, je ne sais pas comment fonctionnent vos journées. Je sais que dans certains emplois, c'est le matin, quand tout le monde arrive au bureau, c'est mouvementé, on se salue autour de la machine à café, on prend des nouvelles, ça bouge, les gens ont des questions pour commencer la journée. Donc, tu sais, de te dire que toi, tu veux te bloquer ton mode sans distraction à ce moment-là, ça peut être compliqué. Moi, je me souviens, pendant un temps, j'ai été gestionnaire au début de ma carrière. Le matin, c'était impossible pour moi en tant que gestionnaire d'être capable de me concentrer parce que mes employés venaient tout le temps me voir le matin. Il y avait des questions, il y avait des projets à valider, fait que je ne pouvais pas me concentrer. Alors moi, en tant que gestionnaire, mon bloc sans distraction, je le mettais de 15h30 à 17h. C'est-à-dire que toute la journée, je réglais tout ce que j'avais à gérer, j'allais dans mes réunions, mais je me bloquais ma dernière heure et demie de la journée, que ça, c'était mon temps à moi. Je fermais la porte du bureau, je ne voulais pas être dérangé, puis je réglais beaucoup de dossiers à ce moment-là. Quatrièmement, bloque la séance dans ton agenda. Donc, ça va de soi avec ce qu'on a vu, time blocking. Donc, juste pour vous assurer qu'on ne vous convoque pas à une autre réunion, tu te bloques une séance. Donc, c'est un rendez-vous avec toi-même, sans distraction. Et finalement, élimine un maximum de distractions internes et externes. Le gros défi, c'est bien beau de se dire je me bloque un temps sans distraction, mais encore faut-il s'attarder à nos sources de distraction. Les sources de distraction externes, c'est quoi? C'est le téléphone, Teams, la boîte de courriel, euh, les collègues autour de vous qui pourraient potentiellement venir vous voir. Donc, tout ça, il faut essayer de le gérer. La technologie, c'est assez simple. Hein? On fait juste fermer la boîte de courriel, on se met disponible sur Teams, on éloigne le téléphone s'il faut. Même moi, des fois, si j'ai besoin d'être concentré, réellement, des fois, je fais juste sortir mon téléphone de mon bureau. Je ne veux juste pas être tenté d'aller dessus pendant 1 heure, par exemple. Pour ce qui est des distractions internes, bien ça, c'est vos propres pensées. Tu sais, des fois, là, vous avez tellement des journées mouvementées que quand vous arrivez, que vous avez un moment calme devant vous, votre cerveau pense encore à Ah, c'est vrai, dans le meeting, on m'a demandé de faire le suivi là-dessus. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer tel courriel à cette personne. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, il faut calmer aussi nos distractions internes. Puis une des bonnes façons de faire, c'est juste d'externaliser tes tâches, encore une fois, sur un support extérieur, une to-do list. Ça peut être un bloc-notes, Microsoft To-Do, peu importe. Puis après ça, tu commences, tu passes à l'action, puis tu essaies de te concentrer pendant la durée que tu as dit. Et je termine dans 2 minutes. Là. Dernière chose, je vous recommande aussi, toujours dans cette optique-là, de prévoir un temps pour faire des tâches administratives. Donc, ça va de soi. Les courriels, ne les gérez pas vos courriels au compte-gouttes. Réservez-vous plutôt des blocs de traitement de courriel une fois le matin, une fois l'après-midi ou une fois avant de quitter le bureau. Ça va être beaucoup plus efficace que de vous faire interrompre plein de fois à cause qu'on a vu que les interruptions toute la journée sont coûteuses sur le plan de la productivité et de l'énergie mentale. Ça va être beaucoup mieux de les séquencer puis de les planifier à différents moments de la journée. Puis, laissez-vous une marge pour les imprévus. Ça, c'est le dernier conseil. Donc, souvent, disons que vous avez des rendez-vous en jaune, on fait l'erreur des fois de planifier tout notre temps de travail avec le temps qui nous reste. S'il y a un imprévu qui arrive là-dedans, j'ai aucune marge. Donc là, ça crée des frustrations. Alors, un petit principe serait de vous dire, regarde, je vais espacer un petit peu ma journée, je vais laisser ça respirer. De cette manière, disons que mon lunch avec Samuel ici déborde, mettons que ça prend 20 minutes de plus, ben, j'ai une marge derrière, tu sais.
Ou si ce matin, il y a quelque chose, un imprévu, on me demande une urgence, je peux quand même dire, écoute, en début d'après-midi, si tu veux, je peux m'en occuper, j'ai un petit créneau de libre. Donc, on laisse de la place pour des imprévus. Alors, il était 53. On avait dit qu'on voulait garder quelques minutes pour la période de questions. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager. Donc, en réalité, on a vu les erreurs communes à éviter. On a vu quelques petits principes universels que vous pouvez tenter d'appliquer dans la mesure où ça peut être possible dans votre contexte. Ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que pour être moins débordé et moins stressé, il faut passer du mode j'improvise au mode je planifie, je suis proactif. Puis, je vous ai montré quelques petits outils comme ça. Et je crois vraiment que si vous mettez en œuvre ces principes, ça peut faire une grosse différence dans votre vie. Puis ça, j'ai plein de témoignages de clients que j'ai pu accompagner, et plusieurs dans le secteur de la santé qui font des petits ajustements, puis qu'après ça, m'écrivent des courriels. Ça me fait toujours plaisir de recevoir leur courriel en me disant waouh, tu sais, j'ai commencé à faire ce truc-là, ça m'a beaucoup aidé, merci. Alors, j'espère que ça vous a inspiré aujourd'hui, que ça vous a donné quelques petites pistes. Donc, on peut aller s'il y a des questions quelconques. Madame Bonneville, je ne sais pas comment on fonctionne pour les questions, mais on va demander aux gens de venir à l'avant, que vous puissiez les voir. Est-ce que vous m'entendez, M. Desroches? Oui, j'entends. Oui, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai dit. Il semble que non. Il y avait une faute dans PowerPoint. Ininterrompu, il n'était pas bien. Ah, d'accord. Ininterrompu. Oh. Est-ce que vous avez entendu? Il y avait une faute dans le PowerPoint, c'est ça? Oui. Au lieu d'interrompu, c'était marqué interrompu. Oh, OK. Bon, ben merci. Je vais la corriger. Donc, dans les documents qu'on va vous envoyer dans les prochains jours, il y aura la présentation de M. Desroches. Moi, ce qui m'interpelle, ce qu'on a demandé à M. Desroches quand on a fait la rencontre préparatoire, c'est beaucoup dans comment on réussit à mettre nos limites, hein, puis comment on peut avoir des bonnes pratiques par rapport à ça. Parce que quand on se fait challenger par notre gestionnaire qui nous dit, tu sais, ton canal Teams, il faut que tu le laisses ouvert parce que l'hôpital, c'est le centre du monde. Quand on est aussi à domicile, ça se peut que nous, on ait d'autres priorités qui est un client à domicile qui va vraiment pas bien puis qu'on va hospitaliser. Donc, c'est la même chose que ce soit à DPJ ou ailleurs. Donc, il faut être capable de mettre ces limites-là. Donc, dites-vous que ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est des bonnes pratiques, c'est les meilleures pratiques. Vous allez avoir du matériel pour challenger vos gestionnaires un petit peu sur là, tout d'un coup, il faut que tu t'occupes absolument, il faut que tu laisses toujours ton cellulaire ouvert, puis ton Teams ouvert. La conférence vient dire un peu le contraire, c'est qu'on a le droit à la déconnexion pour pouvoir travailler puis avancer des dossiers. Très, très bon point. Puis, c'est pour ça que quand je dis ce conseil-là dans le secteur de la santé, à chaque fois, je le précise, je dis qu'il y a tout le temps un petit peu de réticence parce que je le sais que dans le secteur de la santé, on met beaucoup une emphase justement sur la disponibilité constante. Mais de l'autre côté, c'est cette fameuse heure-là que je vous encourage à prendre. Vous seriez surpris de voir la quantité de travail de qualité que vous pouvez faire si vous avez une heure sans distraction dans votre journée. Tu sais, puis de l'autre côté, votre gestionnaire, s'il voit le gain de productivité que ça l'amène, tu sais, ce que vous faites en une heure en étant indisponible pendant ce temps-là, je pense que ça le convaincrait. Tu sais, en général, c'est ça les discussions qu'on a quand je fais des formations plus avec des gestionnaires, c'est que l'employé va être plus productif s'il a le droit à la déconnexion. Alors, effectivement. Mais je comprends que ça peut toujours être délicat. Puis des fois, c'est des questions à aborder. Moi, je dis toujours que la communication est la clé. Des fois, d'aller voir votre gestionnaire puis de lui exprimer votre besoin pour être capable d'atteindre vos objectifs, puis être en contrôle de votre charge de travail, puis de voir s'il vous donne l'autorisation de faire ça, s'il est OK avec ça. Puis c'est très, très rare. J'ai rarement entendu un gestionnaire dire non, 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 il faut que tu sois tout le temps disponible. C'est très rare. En tout cas, si votre gestionnaire vous refuse ça, vous devrez un petit coup de téléphone. On essaie de faire un peu de nous autres de nouveau. OK. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je laisserai le mot la fin. Merci beaucoup, M. Desroches, d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Merci.
Merci à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Continuer à enregistrer. En carton à côté du cambreau en café sur la table là-bas qui est pour le compost.